Bienvenue à tous, 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité ce lundi. Abandonnés dans un véhicule en panne pour leur dernier voyage, c'est la sombre histoire de deux enfants morts dans le parking d'une formation sanitaire de Douala 5e. Portés disparus depuis des jours, ils sont retrouvés par leur famille de la plus scabreuse des manières. Orphelines de la paix dans leur localité, les populations de la Menchoum se réfugient dans un orphelinat à Bamenda. 79 personnes ont fui les crépitements de balles et les violences pour le calme relatif de la capitale du Nord-Ouest. Devront-elles aussi fuir leur localité? Les populations de Bangourin sont dans la peur et le désarroi après une autre attaque séparatiste dans la zone. 2 personnes ont péri dans l'assaut meurtrier. Emmanuel Macron est la sortie qui dérange depuis les propos du président français samedi dernier. Les réactions s'amoncellent. Une manifestation pour dire le mécontentement du Cameroun a eu lieu ce jour devant l'ambassade de France à Yaoundé. Entre ceux qui condamnent la posture d'Emmanuel Macron et ceux qui semblent la comprendre, nous sommes allés à la rencontre de l'homme par qui tout a commencé. Son portrait à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Nous commençons ce journal avec ce fait de société, une situation tragique pour une famille dans la ville de Douala. Elle a perdu 2 enfants, ces derniers retrouvés morts dans un véhicule abandonné au parking de l'hôpital Acha à Bépanda. Que s'est-il passé? Le récit d'Yvonne Katinken et Emmanuel Birvika. C'est une mort restée mystérieuse à ce jour pour les 2 petits-enfants retrouvés dans une voiture abandonnée de cet hôpital du quartier Bépanda. Ces enfants qui seraient venus visiter un parent en service dans cette institution sanitaire ne retrouveront malheureusement pas leur domicile, laissant sans voix leurs parents. Depuis samedi, une série de questionnements entourent cette disparition tragique. Les circonstances de cette disparition sont encore floues, mais le médecin-chef de l'hôpital rappelle aux parents la nécessité de garder un œil sur leurs enfants encore en bas âge. L'enquête a certes été ouverte et les forces de maintien de l'ordre Et une autre histoire tout aussi dramatique, cette fois-ci dans le 3e arrondissement de Douala. 4 morts directes à la suite de la consommation d'un repas. 3 enfants et leurs parents. Les corps sont placés à la morgue de l'hôpital Tergal. Un empoisonnement, un événement dramatique qui a plongé les populations de ce quartier dans la consternation. Retour sur les faits avec Monique Naoussif-Osso et Henri Chinda. Voici le Kontiap, l'aliment pointé du doigt comme le repas de la mort des membres de la famille Wongchuan. 3 enfants âgés de 12 ans, 8 ans et 1 an et demi, ainsi que le père, Simplice Wongchuan, âgé de 35 ans et commerçant au marché central de Douala. Nous sommes au lieu dit Porcherie, première entrée borne 10, dans le 3e arrondissement. Elle a préparé sa nourriture avant-hier. Elle rentre, elle mange elle-même avec ses enfants. Les enfants tombent avant qu'elle.
3 enfants sont morts. Elle-même, elle est à l'hôpital. Le mari est mort. Il y a un seul enfant qui s'est échappé. Il a mangé aussi le matin, mais il n'a pas mangé dans l'après-midi. Il s'est échappé, il vit encore. Nous sommes vraiment dépassés. Déjà de mort, si nous ne comprenons rien. Les personnes décédées de suite d'empoisonnement sont actuellement gardées à la morgue de l'hôpital de Tergal. Je sors comme ça de l'hôpital Tergal. Je trouve toute une famille couchée, le père et 3 enfants qui sont couchés au sol et qu'on nous fait part qu'ils sont morts. Et suite d'un poison, on dit qu'il s'est manifesté plutôt à domicile. Demande vraiment aux hommes qui ont la foi, tous les chrétiens, qu'on se met à prier pour cette femme, qu'elle puisse se lever au moins pour regarder les 2 autres qui étaient survécues, parce que les autres, celles qu'elle a survécues n'étaient pas à la maison. Elle était allée à l'anniversaire et l'autre n'était pas encore rentrée. Face aux interrogations devant le repas, les populations ont proposé ce repas aux chats. Les enquêtes sont en train de se suivre. Actuellement, on a laissé le repas, comme vous avez vu, pour voir vraiment si on peut même donner à un chat, voir si le chaton peut mourir. Voir aussi si c'est même le chien. On a donné au chat. Le chat fuit. On a donné au chat, le chat fuit. En attendant, l'on prie pour que la lumière soit faite sur l'origine de cet empoisonnement. Et nous le disions en titre, elle fuit les scènes de violence dans le département de la Menchoum. 79 personnes qui ont trouvé refuge dans la ville de Bamenda. Hommes, femmes et enfants qui viennent d'être relogés dans un orphelinat de la capitale du Nord-Ouest. Les précisions, c'est avec Mireille Flore Desfofotso et Annie Collins dans cet élément. Ils arrivent enfin à Bamenda. 6 hommes, femmes et enfants, 79 au total, partis des villages de Fan et Kuching dans l'arrondissement de Fungom, département de la Menchoum. Victimes des attaques qui ont secoué leur village, grâce aux hommes de bonne volonté, ils ont pu rejoindre Bamenda. On avait venu dans nos villages tuer les gens et tuer la maison. Donc c'est nous qui avions pu partir dans la forêt. Et il y avait un voici qui a mené le véhicule de les gens qui on a supprimé de la paix une année ici. After the incident happened to us, after burning down of our houses, everything, killing of us, our fathers, our children, our mothers, we were displaced in so many places. Even my uncle who I was living with, they killed him and we ran away, even with my children, my wife. Accueillis par le gouverneur de la région du Nord-Ouest qui a fait d'eux les nouveaux pensionnaires de l'orphelinat Garden for Education, Han Helling. Some of them are presently sick, having diarrhea, having malnourishment, and so on. And it seems before they started moving, they have been maybe without food for some days. À peine arrivés qu'ils ont reçu le soutien du ministre de l'administration territoriale. Paula Tangandji leur a remis du matériel de couchage, des denrées alimentaires et la somme d'1 500 000 francs CFA. Il est important de savoir que le plan d'action humanitaire a été mis sur pied par le chef de l'État, non seulement pour les déplacés internes, mais pour les nécessités, ceux qui ont besoin d'assistance. Cet orphelinat du quartier Hotspot à Obstation, qui les accueille, est désormais étroit pour contenir ces pensionnaires. Mais des espaces ont tout de même été trouvés pour déposer les matelas. Et en lien avec la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord-ouest, à Guangfongé, dans le Noun, cette fois-ci, un membre d'un comité de vigilance a été abattu par des hommes armés. La localité a subi un nouvel assaut des séparatistes. Les populations ont peur et demandent aux autorités d'assurer leur protection, car cette partie du pays est de plus en plus la cible des violentes exactions. Lil Piedjou et Joya Nourdine nous en disent plus. Guangfongye, petite localité située à une dizaine de kilomètres de Bangoura dans le Noun. Les populations vivent la peur dans le ventre. La nuit dernière, ce village a été attaqué par des séparatistes. Bilan, un mort, le nommé Aruna. Ce dernier faisait pourtant partie du comité de vigilance. C'est ici qu'il a été inhumé. Nous sommes restés là hier dans la nuit. En plus, il y avait une manifestation là-bas en bas, appelée mariage. Donc on était en train de danser. Quelques minutes, on entend seulement un coup de fusil ici en haut, vers l'hôpital. Bon. Dès que nous sommes aussi montés là-bas, on a vu que c'est les ambassadeurs qui ont traversé pour venir ici là chez nous.
Ils ont même tué une personne et est partie. Depuis cette attaque, difficile pour les habitants de vaquer paisiblement à leurs occupations. Plus de travaux champêtres, plus de pêche, plus de commerce. Les pouvoirs publics sont appelés au secours malgré la présence sur le terrain des forces de maintien de l'ordre. J'ai pris à l'État de prendre en charge aux vigiles. Parce que les vigiles travaillent sans salaire, sans rien. Ils sacrifient leurs armes pour rien. Donc j'ai pris tellement à l'État de regarder les vigiles parce que c'est un truc de risque. Il est décédé, nous avons perdu, nous, la famille. Il est décédé pour rien comme ça. Sans salaire, un père de 4 enfants et une femme enceinte. Il ne se passe plus un seul jour ici sans qu'un village situé à la frontière avec le nord-ouest ne soit attaqué par ces séparatistes, tuant au passage des civils. Et parlons justement à présent de la sortie d'Emmanuel Macron sur la situation sécuritaire au Cameroun. Sa voix a fait le tour de la toile. Il s'est adressé au chef de l'État français. Je vous propose d'aller ce soir à la rencontre de l'homme par qui tout a commencé. Il se présente comme leader du mouvement nommé Brigade Anti-Sardinat, qui fait parler de lui depuis 2018. Eric Golf s'est entretenu avec l'homme. Il revient sur l'événement de ce samedi et la polémique autour. Le point avec Michael Chipkio. Au sujet de la polémique sur sa véritable nationalité, Abdoulaye Thiam, de son vrai nom, revendique ses origines camerounaises. C'est une affaire savamment orchestrée et montée par le régime. Comme on veut faire croire aux Camerounais que je ne suis pas Camerounais. Je suis Mbo. Je suis un Mbo. Je suis un enfant du Mungo. Je suis un jeune Camerounais comme tous les Camerounais. Et j'adore et j'aime mon pays comme mes compatriotes qui sont là avec moi. Parti du Cameroun en 2002, l'activiste dit avoir traversé des moments extrêmement difficiles dans le désert et lors de la traversée de la Méditerranée. C'est d'ailleurs ce traumatisme qui fonde, selon lui, son activisme aujourd'hui au-delà des frontières camerounaises. La souffrance de mes frères que j'ai vue au désert, c'est ça qui a forgé le calibre que vous avez aujourd'hui devant vous. Ce que nous voyons dans les médias qui parlent des naufragés dans la Méditerranée, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des milliers d'Africains, des milliers de Camerounais périssent dans cette Méditerranée et dans ce désert. J'en ai enterré plusieurs et j'ai fait le serment à ces Camerounais que je me battrai pour que mes frères ne prennent plus cette Méditerranée, pour que mes frères ne prennent plus ce désert. Son face-à-face avec le président Macron a-t-il été préparé comme le fait penser une certaine opinion depuis samedi dernier? Quelles sont les motivations qui l'ont poussé à aller au salon de l'agriculture ce jour? C'est du racontage, c'est du blablabla. Accepter pour une fois, il faut que certains Camerounais, quand je parle de certains Camerounais, c'est certains pseudo-intellectuels Camerounais qui ont plongé le Cameroun dans le noir. Accepter que les sans-papiers que nous sommes, que les beaux-ailleurs que nous sommes, que nous avons monté une opération et que cette opération a réussi. Non, ce n'est pas un coup monté, c'est une opération savamment préparée et très bien orchestrée. Et quand on l'interroge sur des accusations de violence et de barbarie portées contre lui et quelques membres de la brigade dite anti-Sardinat, il recommande d'attendre simplement l'issue du procès porté contre eux au sujet du saccage de l'ambassade du Cameroun en France. Et pendant ce temps, les propos tenus ce samedi par le président français au sujet de la situation sociopolitique et sécuritaire au Cameroun suscitent des prises de position et d'indignation chez certains compatriotes. Patrick Rission-Dobo évoque quelques clichés et des premières motions de soutien en faveur de Paul Biya et de l'institution qu'il incarne. Une vague d'indignation se fait ressentir au Cameroun depuis l'échange entre le président français et un activiste camerounais au Salon international de l'agriculture à Paris. En tête de liste de ce mouvement contestataire figure en bonne place la motion de soutien au président de la République, des élites et forces vives du département des Hauts-Plateaux. Le professeur Luc Sindiou, membre du comité central du parti au pouvoir, et tous les autres co-signataires fustigent dans cette motion, comparable à un véritable pamphlet, l'attitude paternaliste d'Emmanuel Macron et lui oppose l'exigence du respect mutuel entre États et ceux qui incarnent les institutions de ces pays. Dans la même dynamique, le PCRN et Cabral Libi s'étonnent du mépris et de l'infantilisation qui transparaît de cet échange et en appellent au sursaut d'orgueil des gouvernants camerounais pour sauver ce qu'il reste de la dignité et de la fierté de son peuple.
Certains compatriotes encore un peu plus radicaux pointent du doigt l'incapacité du président français à contenir les mouvements sociaux comme ceux des Gilets jaunes dans son pays, ce qui le disqualifie d'office dans sa posture de donneur de leçons et de néocolon. Quoi qu'il en soit, ces quelques sorties et bien d'autres encore sont l'image d'une vague de contestation locale depuis cet échange, avec en témoin la manifestation observée ce jour devant les locaux de l'ambassade de France au Cameroun à Yaoundé. Et vous parlez bien, Patrick Christian Dobo, de cette manifestation des jeunes. On voit cela en direct de la capitale Yaoundé. On retrouve Alain J5Anga. Alain, bonsoir à vous. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri, bonsoir à tous. La sortie d'Emmanuel Macron a suscité le courroux de plusieurs centaines de jeunes Camerounais qui ont assiégé ce matin l'ambassade de France à Yaoundé. En majorité des étudiants, ils ont manifesté devant la représentation française pour dire leur indignation, suivant ce reportage réalisé avec le concours de Luc Vendant et Constant Kamgar. Ambiance de carnaval devant l'ambassade de France à Yaoundé ce 24 février. Dans ce chaos sonnant, résonnent des cris d'indignation et de colère de ces jeunes qui ont pris d'assaut les lieux. Ils s'indignent contre les révélations récentes d'Emmanuel Macron, interpellé par un activiste camerounais. Que ce soit de la déstabilisation politique, que ce soit du chantage ou alors une tentative d'humiliation, nous n'acceptons pas ça. Le Cameroun est un État souverain. Le président Biya n'a pas de leçon à recevoir de son homologue Macron. Parce qu'en termes d'expérience, le président Macron n'a pas l'expérience que le président Biya a. Puisque lui-même, le président Biya, c'est la source de l'expérience. Ces jeunes, pour la plupart des étudiants, martèlent la souveraineté du Cameroun et dénoncent la communication du président français lors de sa visite à l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Le président de la République de France n'avait pas besoin de venir donner aux yeux du monde des conversations privées entre chefs d'État. Cela bafoue en quelque sorte la souveraineté d'un État comme le Cameroun. Et pourtant même c'est une parole qui est fausse. Il n'a jamais donné une injonction au président Biya de libérer le président Kamto. Jamais. Qu'il respecte l'éthique et la déontologie de la diplomatie. Ils ont assiégé la représentation française à Yaoundé pour également faire passer un message à Emmanuel Macron. Nous sommes un et indivisibles et les problèmes des Camerounais, par la grâce de Dieu, trouveront des solutions avec les Camerounais eux-mêmes. Ils ont fait entendre leur voix en espérant obtenir une réaction de l'ambassadeur de France. Et les révélations faites par le président français a suscité de nombreuses réactions sur la place politique camerounaise et de la jeunesse. Ces réactions sont compilées dans cet élément réalisé avec le concours de Luc Vendant et Constant Kamgar. Avalanche de réactions dans le milieu politique camerounais suite aux révélations du président français Emmanuel Macron le 23 février dernier à Paris. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, qui a décrié le ton et les mots avec lesquels les révélations faites par le président français, a toutefois convenu sur le fond que le Cameroun perd progressivement de son influence et de sa respectabilité dans le concert des nations, en ajoutant que les dirigeants camerounais sont à la merci des caprices et des humeurs des soutiens internationaux qui se font de plus en plus rares et exigeants. Le président du PADEC a livré sa lecture sur le plateau de Canal Presse. Pour Jean de Dieu Momo, les Camerounais ont de quoi être fiers de leur président parce que, dit-il, avec les propos d'Emmanuel Macron, l'on comprend que la France doit faire usage de pression, de harcèlement pour obtenir quelque chose de Paul Biya. L'heure n'est donc pas à la dramatisation. Pour le secrétaire général adjoint du RDPC, il faut rester serein. Grégoire Ouna, sur les antennes de la CRTV, fait savoir que les propos de Macron n'engagent que lui. Et plus encore, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dû ne pas savoir quelle pression le président français a faite, étant donné que le chef de l'État a mis en place le processus de démocratisation au Cameroun, bien avant que Macron n'envisage de faire la politique. Pour le membre du comité central du RDPC, cette sortie est tout simplement un incident. Un incident que digèrent très mal des jeunes Camerounais qui ont pris d'assaut les représentations françaises au Cameroun.
Un chef d'État français en relations internationales, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Le gouvernement a donné sa position sur cette sortie en condamnant les propos tenus par l'activiste camerounais au président français. À la légèreté d'en face, le gouvernement camerounais a tenu à ne pas répondre par la légèreté, mais à donner une réponse, comme dirait Nelson Mandela, à l'africaine, une réponse de communication africaine qui consacre l'essentiel. Le gouvernement a malgré tout tenu à rassurer de la bonne qualité des relations avec son partenaire, la France. Action et réaction suite à l'acte d'Emmanuel Macron. Mais question, quelle compréhension faire de ce discours qui sort en contexte africain du carcan ordinaire de la diplomatie? Des avis techniques sont contenus dans ce reportage que proposent Ghislain Pierissonneau et Luc Vano. Affaire Macron, une tempête dans un verre d'eau, pourrait-on dire. Mais un chef d'État ne dit pas n'importe quoi. Une dizaine de minutes accordées à un activiste. En le considérant comme tel, la réaction du gouvernement camerounais se veut politiquement correcte. Malgré ce pavé jeté dans la mare, correct, parce que Yaoundé, le prenant au sérieux, sait qu'il s'agit d'un type de déclaration contre-productif dans la relation bilatérale entre la France et le Cameroun. Dans un contexte où l'on sait, marqué par une ouverture du Cameroun vers d'autres horizons, la multiplication des partenaires internationaux ne plaît pas toujours à la France. Les relations franco-camerounaises commencent avant M. Biya, vous comprenez? Elles commencent en 1916, c'est-à-dire très avant M. Emmanuel Macron même. Donc ce sont des relations qui sont fortement historiques et qui ne peuvent pas s'arrêter parce qu'un individu X ou un individu Y aurait tenu des propos hors normes. Pas de menace en vue pour la partie gabounaise. La France est un partenaire. Le regret, c'est que Paris a dit à haute voix comment le monde se gère. D'où le sentiment d'infantilisation. Est-ce pour autant qu'il y aurait changement de cap des relations entre Yaoundé et Paris? C'est la politique de l'exutoire. Est-ce que, dans un contexte d'une France en ébullition, marquée par des manifestations bientôt depuis un an des Gilets jaunes, la fameuse réforme, la loi sur la réforme de la retraite, est-ce que dans ce contexte-là, le président français ne trouve pas en l'Afrique un exutoire? Les intérêts stratégiques de la France d'aujourd'hui font en sorte qu'il semble se retourner contre son allié. Vous comprenez? Parce que la crise anglophone, en fait, elle vient de la France. En 1972, quand le président Ahidjo décide de faire dissoudre la fédération, on sait que c'est pour les intérêts français. Bien, aujourd'hui, beaucoup d'encre, beaucoup doit passer sur les ponts. On peut comprendre finalement que le génocide évoqué n'en est pas un. De l'exagération dans la tentative de noircir le Cameroun, exagération aussi dans la communication française sur le sujet. Finalement, tout aura été disproportionné de l'inédit dans le rapport franco-camerounais. Reportage signé bel et bien de Ghislain Pierissonneau, le ministre de l'Habitat et du Développement, pour parler de toute autre chose, invite l'entreprise adjudicateur du chantier routier Essos Rond-Point Mimboman à être à l'œuvre 24 heures sur 24 pour livrer ce chantier. C'était à l'occasion d'une visite ce lundi. Célestine Ketcha-Cortez déplore qu'à moins de 3 semaines de la livraison de cette route, que les emprises ne soient toujours pas libérées par les riverains. Reportage Delphine Foncoutene, Bertrand Chassé. Des maisons d'habitation reconstruites à moins d'1,50 m de la route, des échoppes qui occupent encore le passage réservé aux piétons. Les travaux de construction de l'axe Mosquée-Essos terminus Mimboman sont freinés par certains riverains. Moi, je demande à l'entreprise de finir la route. Et s'il finit la route sans espace piéton, il expose les populations, vous allez avoir des morts. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain hausse le ton. Descendu ce 24 février sur le terrain pour jauger l'état d'avancement des travaux, Célestine Ketcha-Cortez regrette du comportement des habitants de ce quartier. C'est pas normal qu'à date, on parle encore de libération d'emprise. Les Camerounais doivent être acteurs de leur développement et le chef de l'État l'a dit. Que les Camerounais, le développement doit être une cause nationale. C'est-à-dire que si vous êtes sur le passage piéton, même s'il y a eu une mauvaise évaluation, vous quittez d'abord. Parce que lorsqu'il y a 2 fois 2 voies, ça devient des voies rapides. Le piéton ne peut pas s'amuser à côtoyer les véhicules. Le chantier évolue en désordre, selon le patron de l'habitat et du développement urbain,
qui craint que cet axe qui devrait servir pendant le championnat d'Afrique des Nations soit livré le 20 mars prochain. Célestine Ketia-Cortez demande à l'entreprise adjudicataire d'entamer la procédure d'urgence devant la permettre de sortir de la zone de résilience. D'accélérer le travail et d'ici au 20 mars, parce que le champ démarre le 4 avril, donc d'ici au 20 mars que la voie soit circulable. Ça circule librement ici sur le tronçon hôtel du plateau Sapeur Mimboman. La réhabilitation récente de cette bretelle fait le bonheur des riverains. Ceux-ci l'ont d'ailleurs fait savoir au ministre de l'Habitat et du Développement urbain, venu ce 24 février toucher elle-même du doigt cette œuvre. Dans le carnet noir de ce journal, Hervé Bourges, qui a tiré sa révérence, le fondateur de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, aujourd'hui estique s'en est allé à 86 ans dans un centre hospitalier à Paris en France. L'École supérieure des techniques, des sciences et techniques de l'information et de la communication porte le deuil. Une grosse perte pour la sphère médiatique nationale et internationale. Karel Mezotiachouya et Serge Alain Zebou se sont rendus à l'Estique. Reportage. Il avait du caractère. C'était une personne lucide avec un attachement particulier pour le Cameroun. C'est ainsi qu'est présenté Hervé Bourges à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, école qu'il a fondée le 17 avril 1970 en collaboration avec l'État, sous le nom École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. Aujourd'hui, cette figure de l'audiovisuel français n'est plus, mais ses traces sont bien implantées ici, au hall. Son portrait, non loin de là, l'amphithéâtre qui porte son nom. Arraché à la vie à l'âge de 86 ans, il aura marqué d'une pierre blanche l'histoire des médias dans notre pays. Il n'était pas simplement un directeur de l'école, c'est quelqu'un qui aimait son métier et qui aimait particulièrement le Cameroun. C'est ce souvenir que la direction garde d'Hervé Bourges, ancien président et président directeur général de plusieurs groupes de médias français, TF1, France 2, RFI notamment. Sa passion, il l'a transmise à une grande partie du quota médiatique camerounais, un héritage salué à sa juste valeur par les étudiants. Lorsque nos enseignants en parlent, c'est avec beaucoup de nostalgie. Vous comprenez que ce sont des gens qui ont beaucoup apporté. Ils avaient à cœur de construire un nouveau corps de métier au Cameroun qui était le corps du journalisme. Dans les jours à venir, un hommage bien mérité lui sera rendu à l'Estique. Dès la reprise des cours, nous allons organiser une manifestation dont la forme reste à déterminer avec le professeur Boyomo, le directeur de l'école. Né à Rennes en 1933, Hervé Bourges sort diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1955 et commence sa riche carrière. Un homme à plusieurs casquettes, il était également auteur de plusieurs ouvrages consacrés au tiers-monde. Il s'est éteint ce 23 février dans un centre hospitalier de Paris, en France. Et la suite de ce journal, c'est du côté de Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous Alain Ghislain Candé. À la suite de ce 19h50, c'est avec la page spéciale législative et municipale. À Obala, les populations ont marché pour dire non à la reconduction du maire sortant, Simon-Pierre Ediba. La localité attend toujours son édile. Les tensions sont perceptibles. C'est ce que nous disent Mireille-Flore Defofotso et Moïse Ndjébé dans ce reportage. Obala n'a toujours pas son maire. Les populations ne veulent plus entendre parler du maire sortant Simon-Pierre Ediba. Selon elle, ce dernier, après avoir passé 3 mandats à la tête de cette commune, n'a jamais rien fait. La commune connaît toujours des problèmes de disponibilité d'eau potable, des infrastructures routières, de l'aménagement de la voirie urbaine, entre autres. Depuis 13 ans, au lieu d'évoluer, on a régressé. Moi, je payais 500 pour me rendre à mon village. Aujourd'hui, je paye 1500. L'horreur régalée d'une mairie, celle de Bar ne remplit même pas un seul. On n'a pas de route. Notre ville est devenue une ville poubelle et on a ras de bol. 13 ans de souffrance, 13 ans de saleté, 13 ans
13 ans de nid de poule, de quartier non praticable, c'est de trop. 13 ans, Balana n'a pas progressé. On voudrait un exécutif qui peut prendre au bal en charge et nous libérer. C'est au total 41 conseillers avec 5 têtes des listes de 2 partis politiques que sont le RDPC et le PUS. Après donc la note circulaire du parti qui dit que le maire doit rendre compte. Et rendre compte, et son bilan n'est pas harmonieux. Donc les populations, je vous ai dit, vous étiez avec moi, on a demandé ensemble. Les enfants, ceux qui les revendiquent, ils disent bien, les populations disent qu'elles ne veulent plus de ce maire. Les populations n'ont jamais refusé RDPC. Après le mouvement d'humeur, 4 personnes ont été interpellées et gardées à vue à la compagnie de gendarmerie de Monatélé, parmi lesquelles le chef service technique communal de Bala. Un pays de droit comme le nôtre. Dit-on, 4 personnes sont en cellule. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles renseignements au niveau de la gendarmerie, le CB nous a fait comprendre que ces gens ont été directement déférés au tribunal à Monaté. Demain, 25 février, les populations seront finalement fixées sur qui sera leur maire pour les prochaines années. Et pendant ce temps, Mireille Defofotso, les populations de Mbouda, elles, plaident pour le maintien du maire sortant. À 24 heures de la session, des manifestants ont pris d'assaut la maison du parti, pancarte en main pour exprimer leur opinion, suivant quelques manifestants au micro de Marius Ngassa. Comme notre maire de Bouddha. Oui, parce qu'il travaille bien. Laissez-lui continuer son devoir. Docteur Ngoula, il a commencé et il va l'achever. Docteur Ngoula, le maire de Bouddha, il a sorti Bouddha dans l'obscurité. Et il a transformé Bouddha en petit Paris. Qu'on le laisse finisse le travail qu'il a commencé à Bouddha. Non aux mendiants qui viennent nous tromper. Et l'exécutif de la commune de Douala 4e est connu. Le maire sortant Koum Armand Frédéric Elanguer en pile avec pour premier adjoint Irène Noupa, deuxième adjoint Lobé Manga, troisième adjoint Aya Tufouin et quatrième adjoint Ketché Abdel Nassir. Contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel examine et rend les verdicts des différentes requêtes depuis ce matin. Jusqu'ici, la moitié des recours est vidée et aucune plainte n'a de suite favorable. On fait le point avec Brand Kamga depuis le siège du Conseil. Bonsoir Brand. Bonsoir. Après 8 heures d'audience ici à la salle des délibérations du Conseil constitutionnel, l'audience a été suspendue et reprend dans quelques instants seulement. Le Conseil constitutionnel a pris une pause d'1 heure, question de se rafraîchir avant la reprise de l'audience. Mais ce qu'on retient jusqu'ici, c'est que 22 dossiers ont déjà été dégagés sur la table des membres du Conseil. 22 dossiers passé, 3 mises en délibéré et jusqu'ici 19 dossiers jugés irrécevables. Aucun dossier jusqu'ici n'a été admis au fond, la majorité n'ayant même pas été reçue sur la forme et dont les débats ne pouvaient plus se poursuivre. Mais jusqu'ici, sur les 40 recours, il faut le dire, déposés auprès du Conseil constitutionnel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par exemple, a vu sa demande d'annulation de l'élection législative dans l'Union et qu'elle est rejetée tout simplement parce que n'ayant pas les preuves juridiques et matérielles de l'accusation, ce qui est un peu le cas pour la majorité des candidats et des partis politiques, il faut le dire, la majorité des objets des requêtes, c'est annulation partielle ou complète de l'élection législative dans différentes circonscriptions électorales. Et à l'issue de cette première phase, si on peut le dire ainsi, il y a certains candidats qui ne sont du tout pas contents de la décision du Conseil constitutionnel. Nous écoutons leurs réactions.
Nous avons des preuves et nous les présentons. Lorsque nous présentons les preuves, on nous retorque qu'il fallait citer, n'est-ce pas, juridiquement certains moyens. Il fallait utiliser, n'est-ce pas, des moyens de droit. Et pourtant, nos requêtes ont été bien faites. Nous aurions souhaité que cette élection soit reprise ou alors qu'on examine au fond nos allégations pour constater qu'il y a effectivement eu des fraudes et nous avons une centaine de PV avec nous qu'on peut indexer. Après tous les débats, après tout ce qui se passe, le Conseil constitutionnel dit le droit et nous nous soumettons au RDPC aux décisions qui seront rendues. Encore donc 18 dossiers à parcourir par le Conseil constitutionnel et 3 décisions pour les dossiers mis en délibéré ici à la salle des délibérations. Tout porte à croire que l'audience va être reportée à demain parce qu'avec 18 dossiers à gérer, sauf si le Conseil passera toute la nuit à écouter les différentes parties, on est donc parti certainement pour achever ce contentieux post-électoral de l'élection des députés d'ici à ce mardi. Depuis la salle de délibération du Palais des Congrès de Yaoundé, Brankam Gaï, Samuel Bonis. Et dans ce 19h50, l'actualité sport, la finale sera République démocratique du Congo, Guinée équatoriale. Les 2 formations féminines de football viennent de valider leur ticket pour le dernier round du tournoi féminin Unifac en Guinée équatoriale. Les précisions de notre envoyé spécial Marc-Lionel Chameau. La République démocratique du Congo vient d'arracher le premier ticket qualificatif pour la finale du premier tournoi féminin Unifac Guinée équatoriale 2020. La RDC s'est imposée il y a quelques minutes seulement face au Tchad sur le score de 4-2. Une belle formation congolaise qui a pris les devants en première période en marquant 3 buts avant la pause. Au retour des vestiaires, les Tchadiennes ont sonné le glas du réveil en inscrivant 2 buts dont un sur penalty. Victoire au final de la RD Congo, 4-2 qui leur permet donc d'avoir 7 points en 3 matchs dans ce tournoi. Dans l'autre stade à Ebibiying, la Guinée équatoriale, également annoncée favorite dans son tournoi, a validé le second ticket pour la finale avant la dernière journée en venant à bout de la République centrafricaine sur le score de 4-1, un score fleuve qui permet donc à la Guinée de retrouver la RDC en finale. Ce sera donc vendredi prochain. Mais en attendant, il y a encore une 5e journée qui va permettre aux différents entraîneurs certainement de roder leurs équipes. C'est ce que pense bien sûr l'entraîneur de la RD et Congo qui s'est imposé il y a quelques minutes ici, mais il n'est pas totalement content de ce que ces filles ont produit, surtout les 2 buts encaissés lors de ce match. On les écoute. En début, pendant qu'on menait, ça nous a fait très mal. Bon, c'est-à-dire, on comprend, hein, parce que le match passé, vous étiez présents ici, vous avez vu que nous avions perdu 2 de nos éléments sur le terrain. Aujourd'hui, ils étaient absents, les 2 éléments. Ce qui a fait que l'équipe était un peu diminuée. Qu'à cela ne tienne, nous avons fait l'essentiel. Donc, ça veut dire, nous tendons vers la finale. Non, on n'est pas déçus. De un, c'est notre première fois de jouer un tournoi international. Je tiens d'abord à encourager, à féliciter mes filles. À la première partie, on nous a marqué 3-0. Mais à la deuxième partie, on est entré au niveau du vestiaire. On s'est tenu la main pour dire que courage à tout le monde. Et quand on est venu, on a prouvé. C'était donc prévisible de retrouver ces 2 grosses nations à l'absence du Cameroun, donc RD Congo et Guinée équatoriale, qui partagent donc le fauteuil de leader de ce tournoi, avec donc la RDC en tête avec 7 points, plus 6 de goal average en 3 matchs. La Guinée équatoriale suit avec 7 points également, et plus 4 en goal average en 3 matchs. Le Gabon, sans jouer aujourd'hui, est 3e avec 2 points. Le Tchad, 4e, 2 points. Et puis RCA, qui a déjà disputé toutes ses rencontres, est classé lanterne rouge avec 2 points, moins 7 au goal average. Prochaine journée donc prévue pour mercredi prochain.
On termine ce journal avec quelques images de la préparation du CHAN 2020 pour les Lions. À Prime, ils s'en sortent avec un nouveau match nul face au Rwanda. 0 but partout. C'est le score qui a soldé la rencontre amicale à la cuvette de Fondena à Yaoundé. C'est le 4e match amical face à une sélection nationale des poulains de Clément Aroga. Après le Tchad, la République démocratique du Congo, le Congo. Bilan 2 victoires et 2 matchs nuls. La suite pour la bande Samuel Lène, un stage prévu en Tunisie dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition du 19h05.